Voilà. Donc, comme je devrais terminer cette partie, je ne l'ai pas fait. Je vous reviens. Juan Zabakota Katiopa. Nous sommes en train de parler de l'Europe. Le vrai visage de l'Europe. Ce territoire pauvre et inutile qui se prétendent être riches ou devenus riches par l'épée et la barbarie. L'Europe, la contrefaçon de la civilisation. L'Europe, la contrefaçon de l'ordre naturel. Ils vont parler de, comme c'est dit, on était comme en train de vous exposer. Et là, on était arrivé pour dire que l'Europe, et plus particulièrement la civilisation gréco-romaine, est le berceau de la civilisation occidentale. Entre le 16e siècle et le 20e siècle, plusieurs nations européennes, dont nous vous avons cité les plus importantes, ont contrôlé et colonisé à plusieurs reprises l'ensemble du continent américain, à partir de Haïti, il faut le préciser, la quasi-totalité de l'Afrique, l'Océanie et de grandes parties de l'Asie. L'Europe est également à l'origine de plusieurs bouleversements historiques majeurs, comme la Renaissance qu'on avait vu, et à partir des savants et noirs convertis à l'islam qui donnaient les morts de l'époque. C'est eux qui ont ramené l'Europe sur leur passé un peu glorieux après leur formation en Égypte avec les Grecs. Donc on les avait ramenés dans leur philosophie, dans leur littérature, mais ça n'a rien changé en fait, parce que c'était devenu à un stade de non-retour pour l'Europe de plonger dans la barbarie, dans la stupidité totale. Donc nous avons parlé des grandes découvertes. Quelles découvertes? Nous avons dit c'est pas des découvertes, c'est plutôt des invasions. Ok, donc l'Europe a envahi les territoires les plus riches de ce monde pour devenir riche parce que l'Europe est dépourvue de tout. Donc nous avons parlé de siècle de lumière qu'on a vu au cours de cette période allant de 1715 à 1789. Là où il parle de siècle de lumière, c'était le moment le plus humiliant pour l'Europe, qui a déshumanisé, notamment à travers le Code noir, les Haïtiens, ou du moins c'est les colonies qui étaient dominées par les Haïtiens, notamment parce que c'est le territoire le plus riche dans le monde, le territoire qui a fourni à la France tout ce qui fait d'aujourd'hui ce que vous avez comme la France. Donc, par la suite, il y avait la révolution industrielle qui n'était autre que passer des champs et des cannes au champ de l'industrialisation, de la machinerie. Donc, ça veut dire qu'à travers les Anglais, qui était l'un des puissances coloniales, ils ont laissé les champs, ils ont aboli l'esclavage dans les champs pour ramener l'esclavage dans les usines. C'est ça la révolution industrielle, et notamment l'Europe aussi, comme grands événements, c'est de continuer à faire les guerres mondiales, dont nous avons déjà 2 grandes guerres mondiales, qui fait de l'Europe ou les pays européens ce qu'ils sont aujourd'hui, et ils sont en train de préparer une 3e guerre mondiale, et cette 3e guerre mondiale, c'est sûr que ça va finalement les exterminer eux-mêmes, parce que c'est baba, il faut qu'on en finisse. La terre ne peut plus supporter, c'est répugnant. Donc vraiment, je vous dis, ce sont des gens répugnants selon l'ordre naturel des choses. Donc maintenant, nous j'allais voir quelque chose avec vous, c'est juste pour dire que je vais vous donner une idée pour continuer avec ce numéro. Et je vous avais préparé quelque chose pour parler de l'Europe, le territoire, le continent. Bon, ils avaient sa continent sur le plan politique, mais on dit la péninsule et s'ils veulent sur le plan politique, le continent bidonville. Donc, ils sont en train de parler de bidonville à travers les pays du tiers-monde, qu'ils appellent tiers-monde. On accepte le thème. Peu importe parce que vous êtes dans votre soi-disant civilisation, ok, dans votre puissance, ok, dans votre règne, ok. Mais regardez bien, l'Europe, cette Europe-là qui nous traite de peuple de bidonville, pays de bidonville, mais quand vous regardez l'Asie, quand vous regardez l'Afrique, vous voyez de vastes territoires. De vastes et terribles territoires. Mais regardez comment c'est empilé.
dans ce petit coin occidental à l'Asie. Regardez comment c'est compilé les pays de l'Europe. Hein? Le plus grand pays de l'Europe, c'est peut-être la France. Parce que moi, je retire la Russie de l'Europe, moi. La Russie ne fait pas partie de l'Europe. Donc, donc, c'est ça. Le plus grand territoire de l'Europe, c'est la France. Après, c'est l'Ukraine. Donc, quand vous regardez tout ceci, vous voyez que c'est des pays qui se mettent l'un sur l'autre. Le concept de bidonvillisation qu'il parle, voilà pourquoi dans toutes les villes, les grandes villes européennes, ce ne sont que des bidonvilles. Sinon, bâtis avec une uniformité plus ou moins attrayante. Mais c'est des bidonvilles où il n'y a pas d'espace pour respirer, où l'air ne passe pas, où tout est congestionné. Voilà pourquoi il y a la pollution atmosphérique, parce que c'est des bidonvilles. Si vous voulez vivre dans un endroit sain au Canada où je vis, il faut laisser Montréal, parce que c'est un bidonville. Il faut laisser Toronto, parce que c'est des bidonvilles. Il faut aller dans des zones plus reculées. Eh bien, tout ceci, c'est parce que c'est un territoire, c'est un peuple de bidonvillisation. Ok? Voilà, c'est eux encore qui viennent avec le thème parce que ce thème leur est propre. Parce que l'Europe est un territoire de bidonville. Voilà pourquoi toutes les villes européennes, les grandes villes européennes sont des bidonvilles. Point barre. Donc, donc, maintenant, rentrons un petit peu dans l'étude de l'Antiquité. Pour continuer avec notre exposé sur l'Europe, c'est pour vous ramener pourquoi l'Europe qui va avoir comme à la tête les Juifs kazakhs vont être de la nécessité, ok, d'envahir des territoires, de commettre toutes sortes de crimes, de génocide pour s'accaparer de tout ce qui ne leur appartient pas. Et quand on va faire ce rappel historique, ok, géographique, tout ça, pour vous montrer ce territoire, donc vous allez comprendre mieux les concepts que on va ramener pour voir véritablement qui a fait la tête négrière. L'Antiquité de l'Europe. L'Europe antique est, pour une notable partie, une Europe celtique. Les Celtes. Celle des peuples héritiers de la culture tumulus. Qu'est-ce qu'on entend par la culture tumulus? C'est une culture proto-historique. Quand on dit une culture proto-historique, c'est juste pour dire que c'est une culture qui renvoie à plusieurs notions. C'est un thème qui renvoie à plusieurs notions distinctes. D'une part, il en a un sens épistémologique et désigne la science qui regroupe l'ensemble des connaissances sur les peuples sans écriture contemporain. Ok? Des premières civilisations historiques. D'autre part, ce thème proto-historique a un sens chronologique en désignant en Europe et en Asie centrale la période correspondant au néolithique et aux âges des métaux, âge du cuivre, âge du bronze et âge du fer. Et quand on dit néolithique, ça renvoie à ce qui succède au mésolithique.
Et le Mésolithique, lui, c'est la période chronologique et culturellement intermédiaire entre la paléontologique qui le précède et le néolithique qui le succède. Et qu'est-ce que ça impliquait? Le Mésolithique, c'est une période marquée par de profondes mutations techniques et sociales liées à l'adoption par les groupes humains d'un modèle de subsistance fondé sur l'agriculture et l'élevage. Tous ces thèmes, paléolithique, néolithique, mésolithique, ça se rapporte à ce qu'on appelle la façon dont l'homme s'organise pour assurer sa subsistance. C'est ça, en gros, le concept. Juste pour ne pas trop vous brouiller dans ces langages un peu plus trop approfondis parce qu'il y a toutes sortes de gens qui nous écoutent. Et en partie, on dit que celle des peuples héritiers de la culture des tumulus et en partie germanique. C'est ça l'Europe. Celte et germain. Aux côtés de la Grèce antique et de sa brillante civilisation, ce qu'on appelle de l'époque classique. C'est ça la brillante civilisation. La brillante civilisation, c'est la Grèce à partir de ce qu'on appelle les savants grecs, qui ont tous été, comme je vous le dis, sans exception, les élèves des Égyptiens. Parce que avant, le premier grec savant, c'est Thalès, qui n'est même pas grec de la réalité, il est phénicien. Il est phénicien. Donc, il a été le premier à aller en Égypte se former. Et c'est lui qui va être le premier des 7 sages grecs. Thalès. Parce que avant Thalès est dans les années moins 650. Avant Thalès, la question de connaissance, civilisation, c'était des thèmes étrangers à la Grèce, la mère de l'Europe. C'était des thèmes, la Grèce était hostile même à ces concepts. C'est à partir de Thalès qu'ils vont entrer dans cet univers. Et c'est ce qui va donner ce qu'on appelle la brillante civilisation grecque, qui est l'époque classique. Est-ce qu'on est là? Et c'est là qu'on dit que c'est cette Grèce-là qui va être considérée comme le berceau culturel et de la civilisation occidentale. C'est cette Grèce-là qui va être considérée comme le berceau culturel de la civilisation occidentale. La Grèce dans son apogée et l'apogée de la Grèce dans sa période classique, dans sa brillante civilisation. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Parce qu'ils ne sont pas habitués à tout ça. Malgré il va avoir la Renaissance, malgré il va avoir ce qu'on appelle les siècles de lumière, ça n'a pas tenu. Et jusqu'à présent, vous voyez, c'est un peuple qui fait toutes sortes de bêtises pour s'accaparer des richesses des choses. C'est ça qui est dans les gènes. Pour ce qui concerne le thème et le concept, le mot Europe désigne d'abord dans son acception géographique, la Grèce continentale. Voyez-vous? La Grèce continentale. Pour ce qui concerne le thème et le concept, le mot Europe désigne d'abord dans son acception géographique la Grèce occidentale. Le terme est mentionné pour la première fois vers 590 avant notre époque. Par qui? Par Hésiode.
dans ce qu'on appelle sa théogonie. Anaximandre et Hécatée de Milet produisent entre 600 et 500 avant notre époque des cartes représentant un territoire appelé Europe. Le mot prend aussi un sens politique lorsque les Grecs sont confrontés aux invasions venant d'Asie, principalement lors des guerres avec l'Empire perse. Et c'est à partir de ces guerres-là, notamment la toute dernière avec le roi Darius III, le roi perse, qu'Alexandre le Grand va vaincre, et pour entamer ce qu'on appelle un vrai périple d'invasion de l'Europe, de l'Afrique à partir de l'Égypte. Parce que les savants grecs connaissaient déjà les chemins. Voilà. Le mot prend aussi un sens. Ok? On avait déjà vu ça. Selon Jacqueline de Romilly, la victoire de Salamine en 480 avant notre époque, a bel et bien empêché la Grèce de basculer sous la coupe de l'Asie. La victoire de Salamine. C'est ce qui fait que la Grèce n'a pas tombé entre les mains de l'Asie. Et c'est qui la bataille de Salamine? La bataille de Salamine oppose la flotte grecque menée par Eurybiade et Thémistocle, avec des thèmes Thémistocle là-bas, et Thémistocle à la flotte perse de Xerxès Ier, le 29 septembre 480 avant notre ère. C'est parce que les Grecs étaient sortis victorieux. Voilà ce qui fait que ils avaient échappé à la domination de l'Asie ou de la Perse. Les Grecs ont eu alors pour la première fois le sentiment de défendre une civilisation contre une autre. L'Europe en tant qu'entité géographique se retrouve chez Érastotène. Ok? Se retrouve chez Érastotène au IIIe siècle avant notre ère, lequel présente une tripartition du monde connue par une carte où elle figure. Mais la distinction fondamentale durant l'Antiquité est celle entre les barbares qui habitent ce qu'en latin on nomme barbaricum, les pays barbares, vous entendez? Et ceux qui appartiennent à l'ère culturelle grecque, puis gréco-romaine. Ça veut dire, l'ère culturelle était beaucoup plus occidentalisée avec la Grèce. Mais les autres territoires, c'était vraiment barbare. Parce que la Grèce était dans la barbarie aussi. La Grèce est sortie avec les savants qui ont été formés en Égypte. Et ça a donné un répit à la Grèce, qui fait que la Grèce a connu une période brillante de civilisation, la période classique. Parce qu'avec toutes ces connaissances venues de l'Égypte, de la terre de Calliope, de l'Afrique, et ces hommes se mettaient à niveau. Et voilà pourquoi ils vont commencer à parler des sages. Il va y avoir les 7 sages, dont Solon et Thalès le premier. Donc, mais à côté de la Grèce qui va sortir de cette barbarie, tous les autres peuples d'Europe vont rester dans cette barbarie. C'est par la suite que la Grèce va transmettre tout ceci aux Romains, et aux Romains vont les propager jusqu'à nos jours. On vit dans l'Empire romain, gréco-romain. C'est tout ça. En bref. Donc, je n'aurai pas à tout vous raconter dans cette histoire de l'Europe. C'est accessible, très accessible sur Internet et avec d'autres recherches beaucoup plus poussées. Vous pouvez voir tout ceci. Maintenant, pour comprendre, c'est dans ce contexte que je vous ai parlé de ce peuple-là, parce que il était important. Il était important parce qu'on s'est dit, maintenant, on va parler de ces gens, il faut comprendre le contexte qui les amenait à toutes ces dérives.
Excusez-moi. Et avant d'entrer dans ce qu'on appelle les invasions au niveau de l'Afrique, de l'Amérique, c'est des peuples qui se battaient entre eux. Et l'une des périodes les plus barbares, c'est ce qu'on appelle les périodes des guerres médiques. Parce que je veux entamer tout ceci parce que l'Empire romain d'Orient et l'Empire occident, parce que, bon, disons, est-ce que je dois avoir tout ceci? Du moins, c'est moins de détails. Ah là là. Bon, comme on était en train de parler des Celtes, je vais vous donner cette partie-là. On dit les Celtes présentent une certaine unité linguistique et culturelle, mais pas d'intégration politique. Ils bénéficient d'une organisation tribale, au plus en ligue de tribus, à l'instar des Germains. C'est donc l'Empire romain qui contribue à créer les prémices d'une unité européenne. Ça, c'était important. C'est donc l'Empire romain qui contribue à créer les prémices d'une unité européenne. Si la Grèce est le berceau culturel de l'Europe, Rome peut être considérée comme le berceau de sa civilisation. C'est un thème un peu trop fort là pour... parce que moi, la civilisation, on dit qu'il n'y a pas de ça là. Donc, je dirais le berceau politique, moi là, je pourrais dire, même, de la domination actuelle. Et on dit que l'influence romaine s'inscrit dans la culture. Oui, parce que Rome va entrer dans ce qu'on appelle une sorte de culture, bon, qui va faire, on va parler plus tard de la culture gréco-romaine. Bon, bref. L'influence romaine s'inscrit dans la culture, formant ce qu'on nomme la culture gréco-romaine. Voilà. Via la langue latine, ainsi que dans les territoires et dans l'usage de l'espace via des voies romaines et l'urbanisation, esquisse même une Europe religieuse en diffusant le christianisme à partir du 1er siècle. Voyez-vous? Voyez-vous d'où découle tout ceci? On part d'une barbarie pour passer à une siècle de lumière et puis après on va plonger dans des dérives et c'est là que tout ceci, on était dans les années moins 400, moins 300. OK? Et maintenant, on est tombé dans le 1er siècle pour le christianisme. C'est là qu'il va y avoir une sorte de renouveau, effectivement, qu'on pourrait dire, pour ce monde européen. Les 1er et 2e siècles sont ceux de la Pax Romana, période de calme relatif, avec la venue de... Parce que c'est ça que cherchait Constantin, la Pax Romana, la paix, une sorte de paix. Voilà pourquoi ils vont venir avec ce concept de christianisme, pour trouver cette paix, notamment politique, malgré des batailles toujours existantes sur les marches. Je reprends pour vous. Les 1er et 2e siècles sont ceux de la Pax Romana, période de calme relatif, calme apparent, mais c'est pas le calme vraiment. Mais c'est avec la religion maintenant, ils vont donner cette apparence de calme, de paix, notamment politique, malgré des batailles toujours existantes sur les marches de l'Empire, notamment avec les peuples germaniques, pour ce qui concerne la zone européenne. L'Empire est l'entité politique unificatrice définissant le mode de gestion politique ainsi que les limites, à savoir les frontières qui sont une forme particulière de limite qui sépare le monde romain de celui des barbares. Voilà, c'est dans ce contexte de séparation de frontières que Rome cherche l'unification. Et qu'est-ce qui va favoriser cette unification? C'est la création du christianisme. Venu de Rome, Constantin.
Le troisième siècle est une période de crise interne pour l'Empire romain qui subit aussi une pression croissante des peuples germaniques. Invasion difficilement repoussée. L'Empire intègre nombre de ses envahisseurs par des traités, faisant d'eux des fédérés qui fournissent des troupes à l'armée. Une tétrarchie est mise en place en 293 avant notre époque pour lutter contre qui? Contre les barbares. Et au IVe siècle, Europe désigne l'une des 10 provinces du diocèse de Thrace, dont le territoire correspond à la partie européenne de la Turquie actuelle. C'est ce qu'on appelle Thrace. Le christianisme, dont les adeptes sont par période persécutés, notamment parce qu'il y avait les barbares, c'est sûr, notamment au IIIe siècle par Dioclétien, s'était répandu dans l'Empire. Comme en témoigne l'épisode symbolique de la conversion de l'empereur Constantin et l'édit de tolérance religieuse de Milan en 313 après notre ère. Ce que j'avais dit tantôt, une tétrarchie est mise en place en 293, c'est après notre ère. C'est de notre époque. Là, ok, on est avec Constantin, avec l'édit de Milan de 313 de notre époque. Et en 392 de notre époque encore, le christianisme est déclaré religion officielle de l'Empire par Théodose. Vous entendez? Et les autres cultes sont interdits. Ça veut dire on a ramené tous les éléments des autres cultes dans un contexte de christianisation. C'est juste ça. Le paganisme, donc, c'est pour dire que, tout comme ils ont dit avec les 10 commandements, il n'y a que deux, eh bien, avec tous les cultes, les autres sectes qui existaient, tout s'est fusionné, tout s'est fédéré dans ce qu'on appelle le christianisme. C'est ça le christianisme. C'est la fédération de tous les cultes païens de l'Empire romain, gréco-romain. Voilà pourquoi on retrouve tous les dieux grecs, tous les dieux romains dans le christianisme. Pierre, c'est Jupiter, qui n'est autre que Zeus. Marie, c'est qui? C'est Vénus, c'est Aphrodite. Mais de quoi vous parlez? Est-ce que vous entendez? Le christianisme, c'est le rassemblement. C'est la fédération de tous les cultes païens gréco-romains qui existaient avant ce qu'on appelle l'unification de l'Empire romain. Le christianisme est créé pour unifier l'Empire romain. Et le problème, c'était un problème religieux puisqu'il y avait plusieurs cultes. On a réuni tous ces cultes sous le même concept du christianisme. Voilà le christianisme. C'est clair? Donc, on dit que même si à ce moment les chrétiens sont nettement minoritaires dans la population, ce christianisme officialisé aura une importance capitale, donnant au moment des royaumes barbares une légitimité religieuse à un pouvoir royal qui en était à l'origine dépourvu. Voyez-vous? Donc, le christianisme maintenant rentre dans l'unification. Les Romains grecs avec qui? Avec les barbares, qui se sont confédérés ou fédérés. Et pour trouver cette unification, l'instrument principal, c'est réunir tous les cultes. C'est réunir toutes les soi-disant religions sous une seule et même bannière, le christianisme. Maintenant, je rentre dans ce qu'on appelle
les deux embranchements de l'Empire romain, d'Orient et d'Occident. Et c'est là qu'on dit que ce peuple, qui a toujours été un peuple qui est à la recherche de sa nourriture, parce que c'est un peuple dépourvu de tout, donc ça va provoquer des guerres incessantes. De fait, il va y avoir ce qu'on appelle les invasions barbares, qui vont donner lieu à des guerres, ce qu'on appelle les guerres médiques. OK? En 395 de notre époque, l'Empire romain est définitivement divisé en deux. On a l'Empire romain oriental, l'Empire romain occidental. Le premier perdure, à savoir l'Empire d'Orient, oriental. L'Empire d'Orient, à bien des égards, héritier de l'Empire romain, devait durer jusqu'au milieu du XVe siècle. Inversement, dès le IVe siècle, l'Empire romain occidental se délite. Sous quoi? Sous l'effet des attaques des peuples germains, appelés les invasions. Les invasions barbares. Ça veut dire, 5e siècle, ça donne années 400, notamment 476. L'Empire occidental va subir un coup terrible. Et ça va fléchir sous les invasions barbares. Dès qui? Des Germains. La fin de l'Empire d'Occident est amenée par les invasions barbares des Germains qui entrent dans l'Empire par vagues, poussés sur leur arrière par les Huns. Huns, c'est un peuple barbare. Et c'est ces mêmes Huns qui était l'un des peuples que les Juifs Khazars avaient trouvé en territoire de Khazarie, avec qui ils vont se mêler. Parce qu'on avait dit, lorsque les Juifs Khazars sont arrivés en Khazarie, ils avaient trouvé 25 nations. Et parmi lesquelles on avait les Huns. Aïe, aïe, aïe. On avait les Huns. Et c'est de ces mêmes peuples-là qu'on parlait de Attila. Je vous avais parlé de Attila. Hein? Vous vous rappelez? Je vous avais même demandé d'aller voir le film de Attila. Voilà. On dit les Huns sont un ancien peuple nomade originaire de l'Asie orientale. Voilà. Le Kazakhstan actuel, la Khazarie, dont la présence en Europe est attestée à partir du IVe siècle et qui établit le vaste empire unique. L'origine des zones est disputée. Blablabla, blablabla. On va pas entrer dans les détails parce que c'est pas ça le but. Mais on dit que ça c'est important pour vous montrer le lien avec et les Juifs Khazars. On dit bien que dès le XVIIIe siècle, l'orientaliste français Joseph de Digne les ait reliés aux Xiongnu, nomades présumés turcs ou mongols. Voyez-vous? Voisins septentrional des Chinois. C'est pour ça que je vous ai lu ça. Parce que on vous avait dit que le peuple khazar, juif khazar, c'est un peuple turco-mongol. Dont les Huns aussi. Voilà, vérité révélée, hein. On dit la fin, ok, on était arrivé, la fin de l'Empire romain est amenée par les invasions barbares des Germains qui entrent dans l'Empire par vagues poussés sur le arrière par les Huns et attirés à la fois par le désir de pillage et l'espoir d'y trouver des conditions de vie meilleures. Voilà pourquoi je vous ai dit, pourquoi il y a toujours les interventions, pourquoi il y a toujours les invasions, c'est pour trouver une meilleure condition de vie.
Voilà pourquoi l'Europe, c'est un peuple de pillards. Parce que l'Europe, c'est un territoire pauvre, dépourvu de toute richesse naturelle. En Europe occidentale, la déposition du dernier empereur romain d'Occident en 476, voyez-vous, de notre ère, marque conventionnellement le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge. Voilà pourquoi lorsqu'on parlait tantôt de Moyen-Âge, et on voit que le Moyen-Âge commence effectivement à partir de la déchéance de l'Empire romain occidental. Mais l'Empire romain oriental va perdurer jusque vers les 14e, 15e siècle. C'est bien? Ça, je dois vous laisser ça. Je vais vous laisser ça là comme pour le prochain numéro. Mais comme je vous ai parlé tantôt, vous savez ce que je vais vous laisser pour le prochain numéro, on va arrêter ici. Parce qu'au prochain numéro, on va entrer dans la deuxième phase de cette série-là, qui c'est l'europanisation et la colonisation. L'europanisation. Voyez-vous, dans l'europanisation, c'est comme l'expansion de l'Europe à partir de la colonisation. Voilà pourquoi nous allons voir l'europanisation et la colonisation. Ça, c'est pour le prochain numéro. Mais comme je vous ai parlé tantôt de la période classique grecque qui était la période la plus brillante que l'Europe n'a jamais connue et ne connaîtra plus jamais, cette période-là, c'est une période allant du 5e siècle au, ça veut dire 600. Comme je vous avais dit, Thalès, c'est dans les périodes de 650 à 400 avant notre ère. 4e siècle avant notre ère. C'est la période 5e siècle et 4e siècle avant notre ère. C'est une période de l'histoire de la Grèce antique située entre l'époque anarchique, voyez-vous, anarchique, l'anarchie totale. Je vous avais dit, la Grèce était hostilement positionnée à des concepts de civilisation, de littérature, de savoir, de connaissance. C'était un peuple qui vivait de la barbarie la plus totale. Voilà pourquoi on dit que c'est une période antique située entre l'époque anarchique et l'époque hellénistique. L'époque hellénistique, c'est l'époque où les Grecs qui ont été civilisés, qui ont été raffinés en Égypte, en terre d'Afrique, vont entrer en Grèce pour mettre les bases de la civilisation grecque, de la culture grecque, et faire de la Grèce, donner à la Grèce cette renommée que la Grèce a même aujourd'hui. Malgré toutes les bêtises, les dérives, on sait que la Grèce a eu, durant cette période-là, une ère de gloire. Grâce à qui? Grâce à l'Afrique, grâce aux Égyptiens. D'accord, monsieur les Grecs? D'accord, vous les Européens? Les fils de la Grèce? Voilà. C'est ça les nègres, les noirs, que vous voulez détruire sur cette planète. Nous vous avons instruit à faire de vous une brillante civilisation à une certaine époque. C'est vous qui ne retenez pas. Ça, c'est votre affaire. Parce que vous n'avez pas les gènes pour baigner dans la civilisation, dans la culture, dans le savoir, dans la connaissance. Cette période correspond à la majeure partie du 4e et du 5e et 4e siècle avant notre ère, c'est-à-dire depuis la victoire athénienne de Salamine. On vient de vous dire, la victoire de
la Grèce sur le roi perse Xerxès Ier en l'an 480 avant notre ère. Ok? À la mort d'Alexandre le Grand, jusqu'à la mort d'Alexandre le Grand, en 323. Parce que la dernière victoire que la Grèce va avoir sur les Perses, la première victoire c'est c'est de la bataille de Salamine en 480 avant notre ère, et la dernière c'est avec Alexandre le Grand sur Darius III, ok, en 300 je dirais 320 durant cette époque-là. Non, pas 300 parce que il est mort en 323, mais c'est 10 ans avant, il a eu cette victoire sur le roi Darius III. Et c'est là, voyez-vous, c'est dans cette même période-là qu'avec Alexandre le Grand, on va entrer en Afrique à partir de l'Égypte. Ils vont mettre les pharaons grecs. Vous voyez, c'est cette même période-là. On désigne ainsi aujourd'hui la période durant laquelle les valeurs et les institutions fondamentales du monde grec trouvèrent leur pleine expression. Leur pleine expression, excusez-moi, et arrivèrent à maturité. On désigne ainsi aujourd'hui la période durant laquelle les valeurs et les institutions fondamentales du monde grec trouvèrent leur pleine expression et arrivèrent à maturité. L'expression d'époque classique est une dénomination postérieure à la période chronologique à laquelle elle renvoie. Même si les Grecs ont eu conscience que le monde qui existait avant l'époque d'Alexandre le Grand et la dilatation du monde grec pouvait être considéré comme un âge d'or. Par ailleurs, il n'y a pas de rupture nette entre les différentes époques de l'Antiquité grecque. Bref, donc c'est ça que je voulais vous montrer dans cette partie pour terminer. Et là, on va entrer dans la phase dure pour commencer plus nous approcher ce qu'on appelle l'esclavage, dont je vais y arriver. Mais là, on va passer par l'europanisation et la colonisation dans le prochain numéro. C'était votre frère Juan Zabakota Katiopa qui vous dit Mboteliza Ayakonda Nanomakaya. Au nom de Tata Dzambe, je vous dis Mboteliza au nom de Haïti Congo. À très bientôt pour un tout nouveau numéro. Bonjour, bonsoir, Mboteliza.